Bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci. C'est un plaisir voilà, de me retrouver avec une audience fournie et sûrement beaucoup plus compétente que moi en matière d'histoire, et d'histoire de la médecine et d'histoire des sciences de façon générale. D'ailleurs, je dois vous dire que, comme on le fait habituellement, je déclare mes liens d'intérêt. Mes liens d'intérêt, c'est que, pas un conflit, mais des liens d'intérêt dans la mesure où, depuis mon internat, j'ai commencé non seulement à faire de la clinique, mais aussi des sciences plus fondamentales, de la biochimie, que l'on faisait à l'époque, et puis ensuite de la génétique. Donc je fais partie de la classe des médecins scientifiques, si on veut, qui a pu partager son temps entre la médecine de l'hypertension artérielle chez Paul Méniez, mais aussi une médecine scientifique qui se bâtissait à un moment particulièrement passionnant où l'on pouvait commencer à étudier la structure des protéines, mais aussi des gènes, et donc déduire un certain nombre des faits que l'on observait avec des applications, avec notamment l'utilisation d'inhibiteurs qui étaient conçus à partir des structures moléculaires que l'on avait élucidées. Donc c'est une formation un peu double. Je regrette d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus fréquente à l'heure actuelle, ne soit pas plus favorisée. C'était une époque où on pouvait faire un internat mixte, à la fois en clinique et à la fois en biochimie. C'était une époque où on pouvait partir durant son internat pendant 1 an ou 2 au National Institute of Health, ce qui a été mon cas, et de revenir après dans le système hospitalier habituel. Voilà, ce qui m'a amené à travailler sur un système qui m'a passionné très vite, avec notamment l'impulsion de mon ami Joël Ménard. Et puis, progressivement, voilà, j'ai pris non seulement la succession pendant un certain temps du service d'hypertension artérielle de Paul Méniez, et puis j'ai installé une unité de recherche au fer à moulin, l'ancienne collégiale des hôpitaux, qui m'a permis de développer progressivement toute la recherche que nous avons fait avec une équipe vraiment solide. Ce qui m'a amené au Collège de France, où j'ai eu la chaire de médecine expérimentale à occuper à la suite de Jean Dosset, et puis qui m'a amené ensuite à être administrateur du collège, c'est-à-dire dans notre jargon, être le patron du collège, ce qui a été absolument une expérience formidable entre 2006 et 2012. Voilà, en quelques mots, c'est trop de mots, mais finalement, à 84 ans, il est normal que je prenne quand même 3 minutes quand vous me proposez de me présenter. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Élise va lancer votre exposé. Voilà, vous avez 45 minutes à peu près, puis il y aura quelques questions sans doute après. Très bien. Voilà, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup. Je vais peut-être prendre ça, comme ça me permet de faire défiler les diapos. Voilà, donc nous allons parler du système rénine-angiotensine. Je rajouterai le mot aldostérone au fur et à mesure du topo. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que c'est quand même une histoire extraordinairement récente. Donc c'est par rapport à vous qui allez chercher dans les textes des grimoires parfois écrites en latin ancien ou même en grec, moi c'est une histoire extraordinairement récente. Elle a l'avantage de commencer de façon extrêmement précise avec la découverte d'une substance précise d'origine rénale, la rénine, et de se continuer de façon vraiment assez linéaire, je trouve, jusqu'à nos jours. Et donc, à cette histoire récente, ceux qui, comme moi, s'y sont plongés pratiquement dès qu'ils étaient en mesure de pouvoir travailler expérimentalement et cliniquement, nous avons été des contributeurs. Donc notre vue est biaisée. Évidemment, l'histoire que je vais vous montrer est une vue de Pierre Corvol. Il faut bien être conscient de cela. Bien sûr, je vais m'appuyer sur toutes les découvertes au fur et à mesure qui nous ont amenés à ce que nous savons aujourd'hui. Alors, là, il y a un problème de connexion. Pour faire passer la diapo suivante. Attendez, il faut revenir un petit peu en avant. Voilà.
Là, ça va marcher après, je pense. Oui, je vais rester là comme ça. Voilà, donc c'est plus d'un siècle d'histoire, puisque vous allez voir, on démarre pratiquement en 1900 avec la découverte de la rénine, et jusqu'à 1950, je dirais, c'est la mise en place des éléments du système rénine-angiotensine, puisque c'est un système, une cascade d'événements enzymatiques qui va produire l'angiotensine et ses effets physiologiques. Et puis à partir des années 1980-90, c'est la structure des éléments du système rénine-angiotensine. Pratiquement dans une décennie, on a tout décrypté. C'est une décennie extrêmement riche. Et puis la conception des inhibiteurs entre 1970 et 2000. Et je m'arrêterai à 2000 parce que c'est déjà beaucoup de pouvoir faire l'histoire de 1898 à 2000. Et d'autre part, nous nous embarquerions sur, au fond, la physiopathologie de l'hypertension artérielle, le traitement actuel de l'hypertension artérielle, je ne souhaite pas du tout le faire. Et donc, nous nous arrêterons aux environs des années 2000. Quand on regarde le nombre d'occurrences pour le mot rénine sur PubMed, vous voyez qu'il est très important. Il y a à peu près 70 000, 75 000 références. Et si vous mettez revues, vous avez un grand nombre de revues qui sont proposées. Et je dois dire que tous les gens qui ont beaucoup travaillé sur le système depuis longtemps ont écrit leur, entre guillemets, histoire du système rénine. Alors il y a une petite chose qui est amusante, c'est que les gens finalement qui sont arrivés relativement tôt savent bien que on a mis dans le système rénine des choses qui n'en sont pas. Et je prends l'exemple de l'ACE2, l'enzyme de conversion numéro 2, qui a eu beaucoup de succès au moment du Covid et qui en a toujours dans la mesure, c'est une porte d'entrée des coronavirus. C'est un enzyme de conversion, c'est une isoforme en quelque sorte de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ce qui explique les occurrences plus élevées aux environs de 2020-2021 lorsqu'on met système rénine, étant donné que la CED a été pris pour un élément du système rénine-angiotensine, on l'a rajouté. Mais vous allez voir tout à l'heure que c'est abusif et que nous ne sommes pas avec cette enzyme-là, aussi important soit-il, dans le système rénine-angiotensine à proprement parler. Alors, moi j'appellerais ces temps tout à fait précoces les riches heures du système rénine-angiotensine. Aldostérone, 1900-1980. Vous pouvez trouver cela assez long, mais il faut dire que entre la découverte initiale par Tigerstedt et son jeune collaborateur Bergman d'un principe vasopresseur extrait des reins de lapin, il s'est passé un bon bout de temps, à savoir que Tigerstedt lui-même, après avoir fait cette découverte princesse que je vais vous raconter en quelques minutes, cette découverte n'a pas été suivie jusqu'à pratiquement 1934. C'était pourtant une découverte très importante et inspirée, je dois le dire, par Brown-Séquard du Collège de France. Dans la première page du manuscrit de Tigerstedt, il était fait explicitement référence au fait que Brown-Séquard avait émis l'hypothèse qu'il y avait un certain nombre d'organes qui possédaient des substances capables d'influencer à distance par l'intermédiaire de la circulation le fonctionnement d'autres organes. Et comme Tigerstedt s'intéressait à la régulation des flux circulatoires, il s'est intéressé aux reins qui n'avaient pas été explorés dans cette optique-là, pour savoir si justement l'extrait salé de reins de lapin pouvait ou non influencer le niveau de la pression artérielle. Ce qu'il a fait donc en injectant un extrait salé contenant un broyat de reins de lapin, précisément de cortex et non pas de médulaire, ça ne marche pas, de sang veineux rénal, c'est aussi efficace, pour montrer les courbes que vous voyez s'afficher. Ce qu'il observe, c'est une petite dépression de pression artérielle initiale, suivie d'une augmentation de la pression artérielle très notable, qui dure, même s'il met un certain temps à s'établir. Alors,
on va naturellement parler de la seconde phase, l'élévation de la pression artérielle, qui est liée à la rénine elle-même, mais la baisse de la pression artérielle initiale a fait l'objet, bien sûr, d'études à la recherche d'un facteur, entre guillemets, hypotenseur du rein, avec toute une littérature scientifique sur laquelle je ne peux pas m'étendre, mais qui a été en grande partie menée par Fred Muirhead aux États-Unis et qui reste encore assez ouverte. On ne sait pas quelle pourrait être l'influence des prostaglandines notamment, ou un fameux proposé facteur hypotenseur de la médullaire rénale. Toujours est-il que pour Tegershed, il fait cette observation, qu'il détaille d'ailleurs remarquablement bien dans un long manuscrit. Il appelle ce facteur presseur rénine et il quitte le Karolinska où il travaillait pour retourner à Helsinki et se désintéresse presque, si je puis dire, de sa découverte. À tel point que la notice nécrologique de Tegershed, qui est décédé dans les années 1960, quelque chose comme ça, ne fait même pas allusion à cette découverte que tout le monde estime comme réellement séminale. Alors, ceci a été finalement repris par une observation de chirurgien expérimentaliste, Harry Goldblatt. Harry Goldblatt était un expérimentateur qui s'intéressait particulièrement, là aussi, à l'élévation de la pression artérielle et l'hypertension et qui avait fait un certain nombre d'études pour essayer de créer un modèle chez le chien d'hypertension d'origine diverse et notamment d'origine rénale. Alors, l'expérimentation la plus importante qui lui vaut sa célébrité, c'est celle qu'il a réalisée donc en 1934, qu'il a rapportée dans le Journal of Experimental Medicine, qui est de mettre un clip sur une artère rénale, de pouvoir progressivement serrer le clip de façon à pouvoir avoir une réduction du flux sanguin et de créer ainsi une ischémie rénale et de voir l'effet sur la pression artérielle systémique. Il y a plusieurs modèles qu'il a proposés. Soit il met un clip sur un rein, soit il met un clip sur un rein et il enlève le rein contralatéral, soit il met deux clips sur chacune des deux artères rénales. Il y a des variantes. Celle qui est la plus impressionnante en termes d'élévation de la pression artérielle, c'est l'existence d'un clip sur un rein, l'autre rein étant enlevé avec une réduction de la masse néphronique. On observe une élévation encore plus importante de l'hypertension. Alors, il a vérifié que ce qu'il observait était bien lié au clip sur l'artère rénale, puisqu'il a en même temps, il a fait d'autres expériences en modifiant le flux sanguin d'artères spléniques, fémorales ou autres, et il n'a observé aucun effet sur la pression artérielle. D'autre part, il a eu l'idée, et je pense que c'est tout à fait intéressant pour ce que l'on discutera plus tard, c'est que si il y avait une substance précise qu'il n'avait pas encore identifiée lui-même comme étant la rénine, il ne connaissait pas réellement les expériences de Tegershed, il s'est dit qu'il pourrait être possible de créer des anticorps chez l'homme, en injectant de la rénine. Comme c'était la rénine de porc dont il disposait, il a fait ultérieurement en 1934 une série d'expériences chez l'homme, chez les volontaires, j'imagine, je ne connais pas bien le détail, mais parce que c'est pas très bien relaté dans la littérature, mais il a effectivement voulu bloquer le système rénine en créant des auto-anticorps. Et il s'est rendu compte après, et il le documente, que malheureusement pour lui, heureusement peut-être pour les malades, il n'y a pas eu d'effet parce qu'il y a une spécificité d'espèce qu'il découvre, c'est-à-dire que la rénine de porc marche sur le plasma de porc, mais ne marche pas sur le plasma humain. Il y a une très grande spécificité d'espèce, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc la contribution de Goldblatt a été réellement très importante. Il a été très actif à Cleveland, dans
Cleveland, c'est en quelque sorte la Mayo Clinic de l'hypertension, dans la mesure où il y avait une recherche fondamentale qui jouxtait les services de clinique, essentiellement de cardiologie, qui faisaient la réputation de la Cleveland Clinic. Lui travaillait à Cleveland, mais dans une structure différente, à Case Western University, et donc il était néanmoins en contact régulier avec ses collègues. Alors, la prochaine étape qui a été importante, c'est bien d'avoir un extrait vasopresseur, mais qu'est-ce que c'est? Donc, la découverte a été faite réellement assez simultanément, et même quelquefois totalement simultanément, par un tout petit nombre de chercheurs ou d'investigateurs, comme on veut, qui avait comme particularité, premièrement, pour la plupart d'être des médecins cliniciens et en même temps chercheurs, et d'autre part d'être en connexion avec des collègues de l'industrie pharmaceutique, qui s'est rendu compte assez vite que faire bouger la pression artérielle pouvait être important, d'autant que les grandes études épidémiologiques commençaient à démarrer et que donc on avait déjà fortement suspecté le lien entre hypertension et maladie cardiovasculaire. On a montré que l'arénine était une enzyme à la fois à la Cleveland Clinic, j'y reviens, mais aussi en Argentine, dans un laboratoire qui était celui de Bernard Housset, le prix Nobel de physiologie, où à Buenos Aires, il y avait une équipe extrêmement puissante, non seulement de physiologistes, mais de médecins, cliniciens et aussi chimistes. Donc, vous aviez des deux côtés, finalement, à l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, une recherche sur ce qu'était l'arénine, qui a été montrée par ces chercheurs comme une enzyme pouvant agir sur un substrat d'origine plasmatique. Assez vite, on a vu que c'est une alpha-2 globuline plasmatique et qu'en incubant le plasma avec un extrait rénal, on obtenait une substance vasopressive dialysable et qui était responsable d'un effet hypertenseur très bref comparé à celui observé avec l'arénine. Donc, substance dialysable, insensible à la chaleur, c'était effectivement la possibilité d'être un peptide ou une substance, en tout cas, de faible poids moléculaire. Et donc, Page et Helmer, à la Cleveland Clinic, Brown Menendez, Fasciolo et leurs collègues à Buenos Aires ont décrit la même année, en 40, dans un journal de physiologie, l'angiotenine pour les uns, l'hypertensine pour les autres. Ces deux groupes s'entendaient bien, ce qui fait qu'ils se sont mis d'accord en 1958 pour angiotensine, qui est un hybride entre les deux appellations initiales. J'ai personnellement une grande admiration pour Irving Page, dont je vous montre ici la photo. Si quelqu'un d'entre vous est passionné par l'histoire de l'hypertension et particulièrement de l'histoire du système rénine-angiotensine entre 1920 et 1960, c'est l'ouvrage à lire. C'est un ouvrage remarquable qui couvre toute cette histoire de l'hypertension qui n'est pas facile à trouver autrement. Il y a de nombreuses références, il y a des commentaires personnels, il y a des appréciations sur les équipes qui travaillent. J'ai eu la chance de le rencontrer à la Cleveland Clinic. Et voilà, c'est toujours des rencontres qui marquent quelqu'un et qui le font travailler finalement dans le domaine qu'il lui-même, Irving Page, avait ouvert. Il avait d'ailleurs assez vite proposé ce qu'on appelle la théorie mosaïque de Page, que je trouve assez intéressante, parce qu'en 1947, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient aux différents facteurs qui pouvaient être responsables de l'élévation de la pression artérielle. Donc cette théorie mosaïque, voilà, vous le voyez très bien, c'est de dire que la pression artérielle est au centre de différentes influences génétiques, hémodynamiques, humorales, etc., responsables donc de l'élévation de la pression artérielle. Et ce qu'il disait, c'est que même la plus simple des hypertensions, disons une sténose rénovasculaire, puisqu'on a fait vite l'analogie entre l'animal et l'homme, eh bien, il y avait d'autres mécanismes que simplement l'arénine qui pouvaient être impliqués. Et ça, c'était novateur, parce que c'était
sous-entendre qu'il fallait à la fois s'intéresser à la génétique, les facteurs environnementaux, etc. J'ai de nouveau un petit blocage. Voilà, je crois qu'il faut revenir une fois en arrière. C'est bon. Voilà, merci. Et là, pour vous montrer aussi, quand même, je pense que des gens comme Ervin Page, et je vous présenterai deux autres personnalités au fur et à mesure, sont intéressantes à suivre, c'est que Ervin Page souhaitait obtenir de Roche, et particulièrement du docteur Randall, il voulait obtenir de l'angiotensine. Certes, ils avaient synthétisé la Cleveland Clinic par eux-mêmes de l'angiotensine 2, mais vous voyez, pour en faire un outil de physiologie expérimentale, ils souhaitaient que l'industrie s'y emploie aussi. Et donc, ce que Page avait imaginé en 59, c'est qu'une petite molécule antagoniste de l'angiotensine, mais pas un peptide, parce qu'il savait que ce serait trop vite métabolisé avec une durée d'action trop brève, serait intéressant à développer, soit en agissant en bloquant l'action de la rénine sur son substrat, soit à ce moment-là l'enzyme de conversion de l'angiotensine est découvert, soit en agissant en bloquant l'enzyme de conversion. Et donc, il proposait littéralement à Roche une collaboration de façon à pouvoir avoir l'outil qui lui permettrait d'avancer avec un concept qu'il était réellement l'un des premiers à établir. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir ce médecin, clinicien, chimiste, chercheur, collaborant avec Roche et leur fournissant en quelque sorte une ligne possible de recherche. Et effectivement, la ligne de recherche, je suis désolé, mais là, ça y est, c'est fait. Donc voilà. Une autre personnalité qui est encore plus impressionnante, c'est Skeggs. Je n'ai pas trouvé de photo que j'ai pu télécharger de Wikipédia sur... enfin, ce ne serait jamais une photo que vous pouvez imaginer d'un monsieur qui est mort il y a peu de temps d'ailleurs, finalement, et qui était incroyablement inventif. C'était un chimiste, biologiste, si je puis dire, non médecin, non chirurgien, mais qui s'est intéressé au système rénine-angiotensine après avoir fait les premiers reins artificiels. Les tout premiers reins artificiels qu'a utilisé notamment Scribner ont été développés par Skeggs, qui non seulement content d'avoir fait cette découverte fondamentale, technique, a mis au point les techniques, l'analyseur en flot continu pour le dosage des paramètres sanguins comme l'urée. Et donc, il a pratiquement pu développer son laboratoire, toujours à Cleveland, mais pas à la Cleveland Clinic, mais à Case Western. Il a pu développer son laboratoire avec les royalties qu'il a eu essentiellement de l'auto-analyseur Technicon. Et donc, il a fait une découverte fondamentale, c'est qu'il n'y avait pas une hypertensine, mais deux hypertensines. Il est parti de 3750 litres. Donc, vous voyez un peu la masse de travail que ça peut représenter, et en plus séparer deux peptides qui diffèrent de deux acides aminés, c'est c'est une tâche considérable. Il a effectué cela avec des techniques qui nous semblent archaïques, de distribution à contre-courant, alors qu'avec une HPLC aujourd'hui, on séparerait en quelques minutes. On a deux pics bien distincts. Il a donc séparé ces deux peptides, il a séquencé le N-terminal du substrat, qu'il s'appelait à l'époque l'hypertensinogène, l'angiotensinogène, et montré qu'il y avait ce qu'on appelle un tétradécapeptide, qu'il a montré ultérieurement être le substrat de la rénine. C'est-à-dire que la rénine coupe le N-terminal de l'angiotensine nogène pour donner l'angiotensine 1 que vous voyez ici, et l'angiotensine 2. Contribution absolument exceptionnelle. Attendez, oh là. Je ne sais plus où j'en suis là. Je suis désolé de... je crois que... Oui, on va après... Voilà, merci. Alors, pour pouvoir avancer, il était important d'avoir un dosage de la rénine qui soit opérationnel. Je veux dire, certes, on pouvait doser la rénine par bioessai, et ça a persisté jusque les années
1970-1975. On faisait à l'hôpital Broussais, dans le fond de l'hôpital, il y avait un petit laboratoire du service Méliès dans lequel Philippe Meyer, Joël Ménard, pas moi, travaillaient sur un bioessai de la rénine, de même qu'il y a eu un bioessai de la vasopressine. Donc il a fallu passer au dosage immunologique qui a daté de 1967, notamment grâce à Michel Vallotton et Edgar Haber. Nous avons purifié la rénine de porc au laboratoire à partir de 70 kg de rein de porc. Ceci en collaborant avec une société lilloise qui travaillait sur notamment l'héparine et donc des grosses quantités extraites d'organes de porc. Nous avons ensuite, et je vous le montrerai, élucidé la structure primaire de la rénine, développer des anticorps monoclonaux, cloner l'angiotensinogène, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et les récepteurs de l'angiotensine ont été clonés. Alors, j'ai toujours le même problème. Ah, c'est bon. Pour purifier la rénine, c'était effectivement un problème majeur. Même si on part de 70 kg de rein de porc, quand vous terminez avec 3 mg de rénine, c'est 3 fois rien. 3 mg de rénine, vous ne pouvez rien en faire, sinon de faire les propriétés basiques, si je puis dire, de la protéine. Mais vous ne pouvez pas faire une analyse de la séquence de la protéine, il vous faut beaucoup plus que cela. Même avec les microméthodes aujourd'hui, je doute que l'on y arriverait. Et donc, il fallait travailler d'une autre manière. Et là, c'est aux États-Unis que j'ai pu discuter avec celui qui avait inventé la chromatographie par affinité. La chromatographie par affinité permet de purifier de façon extrêmement sélective une protéine qui est un récepteur ou une enzyme si on a un inhibiteur de l'enzyme, en couplant donc l'inhibiteur ou l'antagoniste du récepteur à une colonne de chromatographie de cépharozoute. Et donc à ce moment-là, la protéine qui vous intéresse va être captée par la colonne et ensuite vous allez éluer, c'est-à-dire détacher la protéine d'intérêt de la colonne. Et alors, en même temps que l'on pouvait, en quelque sorte, faire ces purifications par chromatographie d'affinité, en même temps, on était amené à travailler sur des inhibiteurs de la rénine qui pouvaient être en même temps des inhibiteurs passionnants à étudier sur le plan expérimental, voire en application humaine. Alors, l'un des grands contributeurs à notre système, et que nous reverrons tout à l'heure, c'est Franz Gross, qui a découvert la pepstatine. La pepstatine provient d'extraits d'actinomycète et c'est un inhibiteur de la pepstatine. De la même manière que le groupe du Mezawa qui a découvert la pepstatine a découvert la chemostatine, la bestatine, etc. Avec l'idée de faire une recherche à Tokyo qui soit non pas une recherche d'antibiotiques, mais une recherche de produits fabriqués par les actinomycètes pour pouvoir résister à un environnement protéolytique de type intestinal. Et donc avec l'idée de faire un criblage à la recherche d'inhibiteurs de protéases. Et c'est comme cela qu'il a découvert la pepstatine en faisant un criblage sur la pepstatine. Sur la pepsine, il a trouvé un inhibiteur de la pepstatine. Et Franz Gross, qui était très instruit, avait repéré que la rénine était une protéase, qu'on dit une protéase acide, comme la pepsine. Et donc il s'est dit, si la pepstatine marche sur la pepsine, elle pourrait aussi bien marcher sur la rénine. Et de fait, il démontre là, en 1972, que la pepstatine est un inhibiteur de la réaction rénine-angiotensinogène. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée d'utiliser la pepstatine, qui est indiquée ici, pour une colonne d'affinité chromatographie, pour pouvoir capter la rénine et l'éluer. Voilà la structure de la pepstatine. C'est un pseudo-pentapeptide, pseudo-pentapeptide, qui est extrêmement hydrophobe et qui n'est pas hydrolysé lui-même, et qui va pouvoir retenir donc la rénine et aussi d'ailleurs la pepsine.
Donc on a créé, indépendamment naturellement sans savoir, une colonne pour pouvoir purifier la rénine, à la fois en France, mais aussi aux États-Unis, avec le groupe de Inagami, qui travaillait à l'époque à Vanderbilt avec Stanley Cohen. Alors Stanley Cohen, c'est pas n'importe qui, c'est le découvreur du NGF, prix Nobel. Donc, sans le savoir, nous étions en compétition avec quand même une équipe qui était parfaitement structurée sur le plan de la biochimie. Et puis nous, on a mis beaucoup de temps à faire passer notre article. Et j'imagine qu'il y a dû avoir quelques difficultés avec l'équipe concurrente. Mais bon, ça fait partie de la vie. Voilà. Alors, la rénine rénale, nous l'avions purifiée, mais comme je vous le dis, on n'en a pas tiré grand-chose. Mais on s'est dit que si on voulait aller plus loin, il fallait étudier la structure primaire. Alors là aussi, c'est intéressant sur l'histoire des idées, parce que c'est un moment critique. La découverte de la structure primaire de la rénine montre bien l'évolution entre deux grandes catégories de technologies. Ça, je parle des années 80-82. La première technologie qui a été celle suivie par nos concurrents, Inagami, Stanley Cohen à Vanderbilt, ça a été, je dirais, l'artillerie lourde, de purifier en grande quantité la rénine et puis de faire la séquence pas à pas, la dégradation d'Edman qui permet de connaître l'enchaînement des acides aminés. Sauf que il faut partir à ce moment-là beaucoup de rénine de porc. En fait, ils sont partis de rénine de glandes sous-maxillaires de souris, qui pour une raison ou pour une autre, dans certaines souches qui sont indiquées ici, souris c'est DBA2J, ont des grandes quantités de rénine dont on ignore d'ailleurs complètement la fonction. Et à ce moment-là, ils ont donc purifié la rénine de souris, de glandes salivaires de souris, et fait leur travail. Nous sommes partis de la biologie moléculaire. C'était l'époque où on commençait seulement à utiliser ces techniques pour connaître la structure des enzymes, des récepteurs, etc. Et donc, nous sommes partis de l'idée que, en partant de la glande sous-maxillaire de souris toujours, on pourrait arriver à pouvoir cloner la rénine et faire ainsi la séquence par déduction de la séquence nucléotidique. Ceci a été fait en utilisant notamment un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que en traitant les animaux, les souris, avec des androgènes, on fait monter considérablement le taux de rénine, et donc par un criblage différentiel, comme vous pouvez l'imaginer, les souris qui sont très riches en rénine et celles qui le sont très peu, nous permettent de repérer l'ARN messager que l'on veut amplifier et dont on veut faire l'ADN complémentaire. Ce qui nous permettait de connaître à ce moment-là non seulement la structure de la rénine mature, mais de son précurseur, la pré-prorénine. Et pour pouvoir avoir un modèle de maturation, nous avons fait aussi un séquençage de la rénine ainsi produite. Et donc voilà le modèle auquel nous sommes arrivés en 1982, modèle qui a été repris pour toutes les autres formes de rénine animale qui existent et par d'autres équipes bien sûr, à savoir un petit signal qui permet de profiler à travers les endosomes le précurseur, la préprorénine. La rénine est fabriquée sous la forme d'un zymogène, comme la pepsine, pepsinogène. Là, c'est la réninogène, si je puis dire. C'est le pro segment que vous voyez indiqué ici en N terminal. Et puis, vous avez la structure de la rénine mature, avec la découverte au passage que nous a donné la séquence primaire, qui avait deux acides aspartiques absolument clés dans l'organisation du site catalytique. Et en fait, ce qui a été découvert, qui est passionnant, c'est que la rénine est faite à partir de deux lobes qui agissent de façon concertée pour pouvoir hydrolyser le substrat. Après, la modélisation moléculaire classique a été faite. Alors, localiser la rénine a été aussi un élément important dans l'histoire du système rénine-angiotensin. Cette localisation a été faite par des histochimistes extrêmement talentueux qui ont fait un travail considérable. Le premier qui réellement
montrer la localisation précise de la rénine et ses variations dans certaines situations, c'est Gurmarty qui travaillait en Belgique et qui a montré qu'il y avait une glande endocrine dans la média des artérioles rénales. Ce qui était naturellement quelque chose de tout à fait surprenant, puisque c'est une autre forme finalement de cellules endocrines, mais cellules endocrines qui est en même temps, quand on la regarde au microscope électronique, qui est bourrée de myotubules. Donc, si vous voulez, c'est une cellule bâtarde, en quelque sorte, une cellule tout à fait particulière. Et ensuite, Hartroft, avec son épouse, ont utilisé un marqueur histochimique pour pouvoir repérer de façon simple la rénine toujours dans les cellules juxtaglomérulaires qui vous sont indiquées ici, qui sont en petit nombre. Mais avec ce marqueur, ils ont pu montrer qu'il y avait des variations de la granularité en fonction de l'apport notamment de sodium dans le régime des rats. Ce qui permettait d'établir pour la première fois un lien entre rénine bilan sodé en utilisant finalement cet indice comme on utilise aujourd'hui finalement un dosage plasmatique. Alors, nous avons proposé un modèle à ce moment-là de production de la rénine en nous inspirant de ce qui avait été fait par nos collègues endocrinologues et notamment Donald Steiner, qui, vous le savez, a été le grand découvreur de la pré-pro-insuline et du trafic intracellulaire de la pré-pro-insuline. Et le modèle que nous avions proposé en 1984 avec mes collaborateurs au fer à moulin, c'était que la pré-pro-rénine suivait finalement une circulation très similaire à celle de la pré-pro-insuline, à savoir une maturation dans des cellules de type endocrine, comme les cellules juxtaglomérulaires, avec un passage dans des granules où la rénine va être maturée, mais en même temps, il y a un certain fuite, si je puis dire, de prorénine qui ne va pas être maturée et qui va circuler dans le sang. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans le sang, on peut doser à la fois, de façon séparée, le précurseur de la forme active. De la même manière qu'on peut doser le précurseur de l'insuline, la pro-insuline, de la forme active, l'insuline. Donc ça, c'est un modèle que nous avons établi à partir d'une tumeur à rénine. Nous avons eu la chance d'avoir un de nos patients à Brouchet qui avait une tumeur à rénine et nous avons pu faire des cultures alors qu'il est extrêmement difficile autrement de faire des cultures de cellules à rénine. Elles sont en très faible quantité dans le rein et pas du tout facile à identifier pour pouvoir les disséquer. Je m'aperçois que oh là là. Bon, alors, je vais aller un peu plus vite. Voilà pour Skeggs. Il a obtenu un grand prix en 2000 et je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est fabuleux ce qu'il a découvert, et notamment l'enzyme de conversion en 1956. Vous voyez, on n'est même pas encore en 1960. Et cette enzyme de conversion de l'angiotensine est aussi un enzyme qui va inactiver la bradykinin, qui est un système vasodilatateur. La localisation de cette enzyme de conversion de l'angiotensine, qui n'est autre que la kininase 2, comme l'a montré Edwin Erdos, a été faite dans les années 67-70, avec notamment aussi John Vane, qui a eu un prix Nobel pour les prostaglandines, si je ne m'abuse, et qui s'est intéressé notamment à cette enzyme dans la mesure où il siégeait sur les cellules endothéliales pulmonaires. L'enzyme de conversion a été purifiée. Je vais aller un peu vite là-dessus. Là encore, le clonage a permis d'établir la structure moléculaire de cette enzyme. Là encore, nous avons été en compétition étroite avec un groupe américain. Voilà, ça c'est l'enzyme de conversion qu'avait initialement découvert Skeggs et qui n'est autre que la kininase 2 que Erdos avait essentiellement travaillé
Et ce schéma est assez classique pour ceux qui font de la physiologie ou de la pharmacologie. L'ACE, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, se trouve entre les deux cascades, celle de l'inactivation de la bradykinin et celle de l'activation de l'angiotensine 2. Si bien qu'un inhibiteur de l'ACE va bloquer l'angiotensine 2 et potentialiser la bradykinine qui a un effet vasodilatateur. Alors là, je vais aller là-dessus rapidement. C'est la structure avec le même type de schéma que celui que je vous ai montré pour la rénine. La découverte que nous avons faite, c'est qu'il y avait deux sites actifs à l'intérieur même de la protéine. Et nous ne savons toujours pas très bien à quoi correspondent ces deux sites actifs, sinon qu'ils résultent d'une duplication génique avec une fusion des deux gènes initiaux qui aboutit donc à cette double signature que vous voyez ici, histidine, glutamate, méthionine, glutamine, histidine. Voilà. Et donc, cette enzyme de conversion somatique n'est pas seule, il y a aussi un enzyme de conversion testiculaire qui est la forme raccourcie, si je puis dire, de l'enzyme de conversion somatique. Et il y a encore beaucoup de travail à faire dans le domaine, puisque vous voyez, on ne sait pas vraiment quel est le substrat. Une chose qui est quand même essentielle, c'est que si on inactive dans des souris transgéniques ou des rats transgéniques, cette enzyme testiculaire de façon spécifique, parce qu'il est gouverné par un promoteur spécifique, eh bien, il n'y a plus de possibilité de reproduction chez le mâle. Dieu merci, nous avons une barrière testiculaire qui fait que quand nous prenons des inhibiteurs, a priori, nous ne touchons pas à notre production. Mais voilà maintenant arrivé la CE2, qui correspond à une version raccourcie encore de l'enzyme de conversion. Les petits traits verticaux montrent les endroits de forte homologie. Et donc, cette enzyme de conversion est réellement différente de l'enzyme de conversion. Alors là, du coup, je suis bloqué, merci. Très bien. Les deux enzymes diffèrent sur le plan biochimique. Et encore une fois, la CE2, qui est n'a a priori rien à voir avec l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est le problème quand on donne une terminologie à un enzyme, on ne l'appelle pas dicarboxylpeptidase ou carboxyldipeptidase ou monopeptidase. On le donne par le substrat sur lequel on a travaillé initialement, et du coup ça entraîne un certain nombre de confusions à mon avis. Alors, le système rénine-angiotensine dans les années 60-70 était établi de façon simple, tel que je viens de vous le décrire. Alors, je vais peut-être sauter ce qu'est aldostérone parce que je ne voudrais pas retarder. Voilà. Voilà. Sur Franz Gross, quand même quelques mots. C'est un grand chercheur suisse-allemande, qui était né en fait à Leipzig et qui a travaillé à Berne, puis qui a été associé avec Ciba. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a partagé son temps académique entre des fonctions de direction d'un laboratoire à Heidelberg, mais en même temps, il avait un laboratoire chez Ciba-Geigy. Et ce qui lui a permis réellement de développer une recherche extrêmement intéressante sur les relations entre le système rénine-angiotensine et l'aldostérone. L'aldostérone qui n'a été réellement identifié qu'à partir des années 56-60 et l'un des premiers qui a réellement montré les variations du taux d'aldostérone en fonction du bilan SOD et en fonction du niveau de rénine, soit rénale, soit circulante, eh bien, c'est Franz Gross, qui, avec des séries de modèles expérimentaux, a pu montrer les relations entre rénine et aldostérone. Ce qui fait que le système rénine-angiotensine-aldostérone était réellement né. Et je vais passer ça aussi pour... Oups, pardon. Il faut revenir un petit peu en arrière. Encore un peu. Oh, excusez-moi, encore un peu. Terminer sur le schéma, encore un peu.
Bon, on va s'arrêter là. Bien, vous avez compris ce dont il s'agit. Et le point intéressant, c'est que en 1974, lui aussi, Franz Gross, met en place finalement ce qu'il faudrait développer pour pouvoir avoir des bloqueurs du système rénine-angiotensine et indique clairement tout ce qui a été développé dans les 30 années qui ont suivi. Donc j'aime bien de retrouver cette idée directrice par les grands pionniers du domaine. L'un des points importants, c'est est-ce que ce système joue un rôle en physiologie ou en pathologie? Parce que tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent sont des injections massives de rénine, des enlèvements de reins, bref, est-ce que cette production de rénine peut être modulée de façon beaucoup plus subtile avec des variations discrètes, par exemple du bilan sodé, de la pression artérielle? Un de ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est Sandy Skinner, et surtout un chirurgien un peu particulier qui est Guyton. Arthur Guyton est un chirurgien qui a, si je puis dire, heureusement pour nous, attrapé la poliomyélite quand il était interne en chirurgie, car il s'est consacré toute son intelligence à la physiologie et l'étude de la physiologie. C'était le manuel de Guyton, a été le manuel de physiologie pendant une quinzaine d'années. Or, c'est lui qui l'a écrit de A à Z, et pas de collaborateur. Le manuel de Guyton, vous pouvez le trouver encore sur Internet, c'est une somme, littéralement. Et donc, discuter avec Guyton était absolument passionnant parce que c'est lui qui a proposé un modèle intégré de régulation de la circulation en tenant compte des différents éléments qui peuvent interagir sur cette régulation. Et ici, vous voyez par exemple, tout en haut, une élévation plus exactement, tout en bas, vous voyez une augmentation AP de la pression artérielle. Vous voyez aussi une augmentation du débit urinaire lorsque l'on soumet un chien à des quantités excessives de sodium et qu'éventuellement le chien a une masse rénale réduite. Et donc là, il a proposé un modèle qui est toujours d'actualité, sauf que naturellement on passera maintenant avec l'intelligence artificielle pour actualiser ce modèle qui détaille par cartouche le rôle de la vasopressine, de l'aldostérone, du système rénine, etc. Et quand on allait chez lui faire un topo, on passait en fait l'après-midi à jouer sur la régulation de tel ou tel système pour voir l'effet global prédit. Restait après à faire les expériences, mais c'était absolument passionnant. Alors voilà, on aboutit finalement à ce système qui est très classique, que vous connaissez, avec un système cybernétique, avec une régulation, une grande boucle de régulation qui va freiner le système rénine-angiotensine en cas d'excès de sodium ou d'élévation de la pression artérielle ou autre, mais aussi un effet feedback court avec un effet direct rétroaction de l'angiotensine sur la production de rénine. Et je terminerai sur les premiers inhibiteurs du système rénine-angiotensine en vous montrant là aussi que cette découverte est extrêmement intéressante à observer, car dans un temps très court, la pepstatine découverte donc par Franz Gross, la bradykinine potentiating peptide qui a été découverte par Sergio Ferreira, sans doute vous l'avez lu à l'issue d'études de venin de serpent qui sont réputées avoir des propriétés notamment sur la pression artérielle. Cette équipe brésilienne de nouveau cherchait à Ribeirão Preto des peptides qui pouvaient modifier la pression et notamment sur le système bradykinine. Ils ont ainsi trouvé un peptide qui s'appelait le bradykinin potentiating peptide, qui a progressivement conduit les laboratoires Squibb avec Cushman et Ondetti à développer le captopril, et enfin des antagonistes du récepteur de l'angiotensine qui ont été découvertes, je dirais là aussi, grâce à l'esprit ouvert de Dupont de Nemours, qui avait repéré chez Takeda des
statine, qui avait des ancêtres des statines, qui avaient comme propriété de bloquer très partiellement l'effet d'angiotensine 2, mais c'était un effet qui était de type compétitif, et donc ils se sont emparés de la molécule, la modifier pour développer ce qui est devenu l'osartan. Alors, on va essayer de passer les dernières diapos à toute allure. On va passer là-dessus. Là aussi. C'est ce que je viens de dire. Je termine là-dessus. Et donc, si vous voulez, entre 1970 et 2000, et j'ai souhaité m'arrêter à 2000, parce que finalement, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Mais à mon avis, tout a été fait pratiquement. Nous avons maintenant en place toute la structure du système. Bien sûr, il y a plein d'inconnus, mais on a toute la structure du système qui est en place. Nous avons des inhibiteurs qui sont maintenant plus élaborés que les premiers inhibiteurs. On peut bloquer le système à chacune des étapes de façon extraordinairement spécifique et obtenir les résultats que vous savez. Finalement, la physiologie du système rénine a beaucoup plus appris de ces inhibiteurs, à mon point de vue, que de l'administration d'angiotensine, in vivo ou in vitro. Certes, on voit de façon précise les effets, mais dans le monde réel, et notamment chez l'homme, on a appris l'importance de ce système dans l'hypertension artérielle, l'hypertension rénovasculaire. C'était la première indication que Squibb a voulu développer. L'hypertension essentielle, pas question, disaient les commerciaux de Squibb, craignant que les produits, le captopril, ne marchent pas et que donc ça poserait un problème de développement. Puis progressivement, on s'était aperçu donc l'hypertension essentielle, même la rénine normale était effectivement traitée, puis l'insuffisance cardiaque congestive, puis la néphropathie, notamment la néphropathie diabétique. Mais là, après, c'est tout le déroulement des effets de ces inhibiteurs qui, encore une fois, ont contribué, à mon avis, à la connaissance de façon inespérée. Et voilà, à chaque fois, ça ont été des promesses qui n'avaient pas été anticipées parce qu'on ne pensait pas l'importance de ce système aussi grande. Voilà, je terminerai là, parce que si vous voulez poser des questions, je serai ravi d'y répondre, et surtout je vous remercie de votre attention pour cet exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Il y a déjà une question dans la salle, professeur. C'est une question très triviale. Qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui n'ont plus de reins, qui sont sous dialyse? Quelle est leur tension artérielle? Alors, la tension artérielle baisse beaucoup, mais alors, elle dépend terriblement... Ah oui, elle baisse. Mais elle dépend beaucoup du bilan sodé. On peut faire un édème pulmonaire sous dialyse si on régule mal le dialysat. Donc, il y a une régulation qui se fait essentiellement par le bilan sodé. C'est une belle illustration. Le problème du système rénine-autocène, le problème, c'est que si, effectivement, ils sont en déplétion sodéine, diarrhée, etc., à ce moment-là, et qu'il n'y ait pas une compensation en sodium, elles ont une pression très basse. Ça a été étudié. Alors, il y a toute une littérature sur laquelle je ne veux pas m'étendre, d'abord qui est relativement récente et qui, à mon avis, est incertaine sur la rénine tissulaire. Donc, à ce moment-là, on garderait un peu de rénine. En fait, quand on dose la rénine correctement, il y a des fifrelins de rénine qui existent. On peut toujours en détecter un peu, mais physiologiquement, à mon avis, elle ne sert plus. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, comme finalement tu nous dis que les artères sont presque un système endocrine, enfin, ça ne pourrait pas exister pour d'autres organes? Alors, ça a été recherché, c'est une très très bonne question. Et non, c'est très curieux. C'est uniquement dans ces artérioles rénales, les artérioles afférentes plus que efférentes. Et ça peut se comprendre sur le plan, je dirais, du fonctionnement du système, à savoir que c'est là que les variations de pression vont se faire, avec un barorécepteur qui va stimuler ou freiner la production de rénine. Ce sont ces cellules qui sont innervées, il y a un contrôle
adrénergique de la production de rénine. C'est là où les quantités de sodium réabsorbées au niveau glomérulaire vont pouvoir, par diffusion, influencer le taux de sodium dans ces cellules. Il y a une modulation donc intracellulaire directe par ces ions. C'est un endroit extraordinairement sensible. Tandis que l'artère radiale, pauvre artère radiale... Moi, je pensais au cerveau. Ça n'a pas été... là, vraiment, ça a été cherché, évidemment, mais... et on peut être certain de la faire parce que on a des anticorps qui permettent parfaitement de disséquer tout cela. Et donc, même dans les conditions où on pourrait penser que certaines artères se mettraient à se différencier dans ce système, on ne trouve pas. Alors, c'est un problème passionnant. Comment ça se fait qu'une cellule musculaire peut se différencier? Enfin, il y a encore beaucoup de questions à résoudre. Alors, une question du docteur Garnier, Une seule. qui est cardiologue. Une seule, c'est compliqué. Non, vas-y. Non, pour rebondir sur la remarque là, au niveau de l'artère afférente au glomérule, il y a un récepteur à l'angiotensine 2 sur l'artère efférente au glomérule. On voit bien que le glomérule essaie, mordicus, de favoriser sa filtration glomérulaire. Et sur la chronologie des molécules que vous avez montrées, on connaît bien, ça s'est décliné, et à la veille de pouvoir probablement inhiber au moins partiellement la synthèse exacerbée de l'angiotensinogène grâce à des ARN interférents, il y a un espoir déçu dans cette affaire, c'est la liskirène. La liskirène n'a pas fait l'objet d'un traitement antihypertenseur. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a une explication. La liskirène est un très très bon médicament. C'est-à-dire il a une demi-vie longue, il est extrêmement efficace, il est extrêmement spécifique. Eh bien, ce qui a coulé la liskirène, ce sont les développeurs. La liskirène, en effet, l'industrie pharmaceutique n'a pas voulu le développer en molécule unique, sauf pour faire les phases 1, bien sûr, d'études de toxicité éventuelle chez le volontaire sain. Ils ont immédiatement associé la liskirène à un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à un bloqueur, un AT1 du récepteur AT1. Si bien que ce que nous leur avions dit, et c'est pas tellement moi, mais mon ami Joël Ménard leur a dit, vous faites ça, mais vous allez avoir un problème, c'est qu'à bloquer complètement le système rénine, angiotensine à double endroit, la réaction rénine-angiotensinogène, et 2, soit l'enzyme de conversion, soit le récepteur, en cas de déplétion sodée, en cas d'insuffisance rénale limite, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, moi je suis content de votre question parce que elle montre la responsabilité aussi des gens qui développent des médicaments qui sont extrêmement puissants et sans connaître bien la physiologie et la structure de toutes ces molécules. Et il est vraiment regrettable que la liskirène n'ait pas été développée dans les C-altitudes que j'ai suivi très près parce que je me suis dit, voilà, enfin, c'est la solution la plus logique que de bloquer la réaction de la rénine sur l'angiotensinogène parce que c'est la plus spécifique, la plus forte. La rénine n'agit que sur l'angiotensinogène, c'est incroyable. Eh bien, ça, c'est un petit malheur, quoi. Et pour rebondir sur votre RNAi, je suis passionné comme vous par effectivement les premiers résultats. On en discutait avec Loïc Capron tout à l'heure, à savoir on peut bloquer la transcription de l'angiotensinogène en bloquant l'ARN messager qu'il produit avec des ARN interférents et pratiquement avec un effet sur 6 mois. Moi, ça me pose des problèmes, par ailleurs, mais parce que quand même, il n'y a plus de possibilité de récupération simple. Si vous mettez en déplétion solaire, ils sont tellement conscients de cette histoire, ils ont créé des RNAi qui bloquent le RNAi initial pour pouvoir réverser l'effet initial. C'est-à-dire que c'est quand même c'est des molécules extrêmement fortes, mais d'un autre côté, traiter une fois tous les 6 mois un patient hypertendu qui, une fois sur 2, ne prend pas son traitement, vous le savez comme moi, c'est tentant. Donc, à suivre. Une dernière question, Jean-François Mutin. Pourquoi la glande salivaire? Pourquoi il y a de rénine? Eh bien, non, alors nous n'en savons rien. Bon, à mon avis, c'est une survivance
du rôle primordial de la rénine, qui était finalement une protéase. Et donc, comme dans la salive, il y a énormément de protéases, des catepsines, Est-ce que la... grande famille, à mon avis, il y a eu une mutation qui fait que il y a dû avoir... Et est-ce que la sécrétion est modifiée en fonction du caractère salé ou non des aliments? Alors ça, je ne peux pas répondre à ça. J'ai pas... mais c'est uniquement chez la souris. Hein. Oui. Nous n'avons pas de... Ah, chez l'homme, non. On a peut-être fifrelin, mais on n'a pas de rénine salivaire. Et les tumeurs à rénine, c'est forcément rénal? Ah oui, uniquement. Ah non, pardon. Il y a quelques cancers avec des tumeurs extra-organes, mais la rénine ne fait pas exception. Il y a eu quelques cas, mais vous savez, il doit y avoir une vingtaine de cas de tumeurs à rénine rénale dans la littérature. Donc il y a peut-être 4-5 cas de tumeurs extra, notamment dans les organes endocrines comme l'ovaire. Il y a eu des carcinomes ovariens producteurs de rénine, carcinomes surrénaliens aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors aussi, je comprends bien, donc c'est une histoire extrêmement intéressante, mais un peu complexe hein, quand même, très précise, mais ça a quand même été une révolution dans le traitement de l'hypertension depuis 30 à 40 ans. Quoi. Ça a complètement modifié l'hypertension, la néphropathie, l'insuffisance cardiaque, les accidents. On estime, je crois, dans la littérature qu'il y a 3-4 classes de médicaments qui ont fait faire des progrès majeurs sur l'espérance de vie pour l'humanité. C'est les statines, les inhibiteurs de la rénine, mais sans doute maintenant les GLP-2, sans doute les agonistes du récepteur, les antagonistes du récepteur GLP-1, etc. Mais oui. Très bien. Merci beaucoup.